Salut à tous, c'est la 4e des têtes à slap que vous écoutez maintenant. On est très content de vous retrouver, c'est déjà la 4e, j'ai envie de dire. On prend tous beaucoup de plaisir à faire l'émission. Alors ce soir, dans notre équipe de slappers, comme d'habitude, on a Nicolas qui va s'occuper de la page Magnus. Salut Nico. Salut, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va voir la Ligue Magnus. Est-ce que Épinal peut créer la surprise face à Angers alors qu'il y a un match pour tout dans la série? Ce sera le thème du débat. Impeccable. Ensuite, on passera comme d'habitude à la page D1, D2, dont je m'occupe avec Philippe également. Et je ferai un petit point aussi sur les résultats de D3. Par ailleurs, le débat aura lieu en fait sur le thème de Montpellier, et très exactement, une équipe qui est en forme en 2013. Et voilà, on a eu quelques indicateurs, on a discuté avec des joueurs, on a des infos à vous donner sur les Vipers de Montpellier. Ensuite, on passera à la page NHL avec Clément. Salut Clément. Et oui, bonjour à tous les passionnés de hockey. Donc dans la rubrique NHL, on fera le classique point classement et après on partira sur un débat sur les Columbus Blue Jackets, équipe qui est très en forme en ce moment et qui reste sur une impressionnante série de 10 matchs sans défaite en temps réglementaire. Impec, tout ça est très intéressant. Philippe, tu nous parleras équipe de France, Français de l'étranger, comme d'habitude. De quoi tu nous parleras, de qui tu nous parleras plutôt exactement dans ta rubrique? Salut tout le monde, comme d'habitude on va vous parler d'Antoine Roussel qui est toujours en NHL, on va vous parler de Pierre-Édouard Bellemare et enfin de Tim Boson avant le petit débat sur l'équipe de France et l'éventuelle gestion à faire des absences de Roussel, de Dacosta, de Bellemare s'il est toujours blessé pour les mondiaux, pour la préparation aux mondiaux. D'accord. Et enfin on terminera par le grand débat avec toi Pierre-Louis, et là, grande nouveauté, on aura un invité en plus, donc on est très content d'inaugurer un peu cette nouvelle façon de travailler. Pierre-Louis, sur quoi portera notre grand débat ce soir? Oui, donc d'abord bonjour à tous et à toutes, même celles qui n'ont pas de shampoing. Notre débat aujourd'hui portera sur l'arbitrage et nous recevrons l'arbitre de ligne bien connu du Twitter Hockey Club, qui est Nicolas Crégu. D'accord, donc on a des fans de Nabila parmi nous, ça craint les gars. Donc ça va être dur d'enchaîner là-dessus, c'est pas grave, c'est quand même. Donc non Nico, je te passe la parole tout de suite puisque tu vas nous faire le point sur la Magnus et les playoffs qui sont passionnants à suivre, qui réservent des surprises. Dis-nous tout. C'est clair, de grosses surprises puisque les quarts de finale ont rendu leur verdict la semaine dernière. Alors si les 3 premiers se sont qualifiés pour le dernier carré, une vraie surprise avec la présence des Dauphins d'Épinal en demi-finale. On rappelle qu'ils ont fini 12e de saison régulière. Ils ont éliminé Dijon en 5 matchs au tour préliminaire, puis Chamonix en 5 matchs en quart de finale. Donc les Dauphins arrivent en demi-finale et affrontent Angers, alors que Briançon et Rouen s'affronteront dans ce qu'on pourrait qualifier d'affiche des demi-finales entre le 2e et le 3e. Dans ces deux séries, les 2 premiers matchs ont été joués. Donc les équipes se sont partagées les matchs, il y a un partout dans les 2 séries. Donc les visiteurs Épinal et Briançon ont pris le premier et les locaux ont remporté la 2e manche. Donc là, ça va se jouer mardi et mercredi à Épinal et Briançon. Ça devrait se décanter, on va en savoir plus. Très bien, nickel Nico. Tu en break tout de suite sur le débat, je crois qu'on fait un focus, comme tu me l'as dit tout à l'heure, sur les Dauphins d'Épinal. C'est l'équipe surprise, c'est un peu le nouveau Strasbourg de cette saison qui n'en finit plus de surprendre. Non, c'est clair, c'est une nouvelle surprise. 12e de saison régulière qui arrive en demi-finale. Je pense qu'on peut dire que personne s'y attendait, d'autant qu'avec le changement d'entraîneur, il y avait des circonstances difficiles, mais le changement d'entraîneur a été bénéfique. Donc Alex Stein a apporté une nouvelle mentalité de combat, une méthode beaucoup plus défensive que son prédécesseur, et ça marche. Puisque en jouant en contre, en s'appuyant sur Gabriel Girard qui est assez énorme depuis le début des séries, les Dauphins passent les tours. Danick Bouchard a marqué 19 points, seulement 9 rencontres. Yann Plush, 18 points. Gauthier, 16 points. Le défenseur Stéphane Gervais est à 12 points. Donc les joueurs majeurs des Spinaliens sont bien présents dans ces playoffs. Et on peut noter que mentalement, ils sont là aussi, puisqu'ils sont allés 4 fois en prolongation et ont remporté 3 matchs. Donc un bilan très positif pour Épinal qui a sauvé largement sa saison en arrivant en demi-finale. Et pourquoi pas peut encore inquiéter Angers, puisque Angers a eu beaucoup de mal à gagner le 2e match de la série. Vous savez d'ailleurs quelle est la chanson préférée de Alex Stein? Stay Alive. Non. Voilà, c'est la devise d'Épinal cette année, puisqu'ils sont insubmersibles pour l'instant.
Donc voilà, Pas c'était mal, la pas petite mal. blagounette du soir. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars Pierre-Louis, Clément, Bah, Philippe, vous moi, en je pensez dirais quoi que d'Épinal? je C'est surprenant ou pas? je dirais que c'est un parcours un peu à la Los Angeles Kings en NHL, comme l'an passé, puisque là, il repose vraiment sur un gardien immense. On ne l'avait pas vu à ce niveau-là en saison régulière, mais alors là, en ce moment, il réalise des performances assez impressionnantes. Et donc, après, à partir de là, quand tu as un gardien qui arrive à tenir la baraque, forcément, ça te permet de laisser des espaces derrière, et donc d'aller plus vers l'attaque, de travailler plus à la bleue. Du coup, là, vraiment, c'est une équipe qui est surprenante et qui a vraiment beaucoup progressé, notamment dans la rapidité de jeu. Moi, je l'attendais pas à ce niveau-là et c'est vrai que c'est une très bonne surprise de l'avoir là. Et ben, c'est tant mieux. Hein. Ouais, on a des joueurs, tu parlais de Plitch tout à l'heure, qui est ce genre de joueur qui est tout le temps décisif dans les playoffs, qui est pas forcément tout en haut des rankings ou des stats en saison régulière. Il y a quelques grigous dans cette équipe d'Épinal. Bah, Michel Pétrac en fait partie aussi, mais a priori sa Exactement. saison est terminée suite. Jonathan Belmar lui est tombé dessus en glissant, donc a priori sa saison est terminée, mais c'est vrai que lui aussi avait fait des grands playoffs dans l'implication offensive comme défensive. Non, mais c'est vrai qu'Épinal, on les annonçait morts au deuxième tour à cause de la fatigue. Bah, ils ont sorti Chamonix en 5 matchs. Là, moi je les annonçais morts, ils prennent le premier match et ils inquiètent Angers. C'est pas du grand jeu, c'est pas du grand hockey, mais il y a une vraie mentalité de combat. Et du coup, en défense, ça se ressent. Et les contres vont très vite, avec notamment Danick Bouchard qui est très rapide et techniquement, on peut dire qu'il est très très fort. Il y a 12 matchs joués pour Épinal déjà, 7 Oui. pour Angers. Ça peut quand même faire la différence sur la longueur de la série ou C'est- pas? Ou finalement, c'est clair. bah, Oui. ils ont traversé Parce que tellement que voilà. Surtout qu'Épinal, depuis le début des séries, il joue globalement à 2 lignes et demie, quoi. Donc, alors qu'Angers, il joue à 4 lignes tout le temps. Ouais, tôt ou tard, ça va se ressentir, la fatigue, Ouais, c'est clair. c'est sûr et Là, certain. là, Paradoxalement, ce week-end, je trouvais que c'était plus Angers en fin de match qui avait l'air fatigué qu'Épinal. c'est clair. En prolongation, ouais, c'était difficile pour Angers. Ils se sont pas fait peur parce que Épinal n'a rien produit en prolongation parce qu'ils étaient reproduits en défense. Peut-être qu'ils attendaient un peu trop les tirs au but. Mais Angers a eu beaucoup de mal à créer le. Mais déjà, ils ont eu beaucoup de mal à arracher la prolongation. C'est venu sur un but assez chanceux, un slap dévié 2 fois avant de rentrer dans les filets. Non, mais Angers a eu très chaud ce week-end. Ils ont sauvé le 1-1 et on va voir comment ça se passe à Épinal. Mais Et les Ducs, justement, ils peuvent dire un peu merci à Jeff May, non, qui est quasiment impliqué sur tous les buts décisifs. Ah, Jeff Ces May, derniers temps. Jeff May, c'est un des meilleurs défenseurs du championnat. Défensivement, il est très fort et offensivement, il a un très très gros slap et il a une belle vision du jeu, surtout sur le power play. Il peut trouver des espaces vraiment bien. Associé à Jonathan Belmar en power play, ça fait 2 créateurs de jeu, un devant et un derrière. Ça marche bien. Moi, pour revenir à Épinal, moi je pense que tout le crédit pour moi va au coach Alex Stein, parce qu'il a mis son système de jeu en place petit à petit, qui est plus axé, comme on l'a dit, aussi sur la défense. Et c'est quand même quelque chose qui est assez important en playoff, alors que avant ça avait l'air un petit peu plus fouillis, on se concentrait plus sur l'attaque. Il a réussi à faire un petit peu progresser le power play, il a réussi à bien faire progresser l'infériorité numérique également. C'est quand même des choses qui sont importantes dans, ouais. dans ces moments clés. Tu dirais bonne pioche pour Alex Stein. Il a un parcours, déjà un CV assez fourni, du moins au niveau géographique. On peut voir ça d'ailleurs sur son site. Il a déjà coaché en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, au Canada, aux États-Unis bien sûr, et en France, et dans 20 villes différentes. Tout ça, c'est un plus pour un entraîneur dans son bagage pour analyser les situations, pour travailler avec des joueurs peut-être de nationalités différentes ou pas plus que ça. Je pense que c'est de son parcours, il a aussi travaillé avec des entraîneurs qui avaient une sacrée expérience, et je pense qu'à leur côté, il a forcément beaucoup appris. Mais c'est clair qu'il a complètement transfiguré cette équipe d'Épinal qui, certes, a fait un bon début de saison, mais au moment où il les a récupérés, c'était rendu avec une équipe de, franchement, il y a plus grand monde qui croyait en eux. Les supporters Spinaliens, ils se voyaient déjà pratiquement jouer les playdowns. Il a réussi à retirer l'essentiel de cette équipe pour un petit peu à nouveau la transfigurer, pour en tirer le meilleur, parce que je pense que là c'est difficile de tirer encore plus haut avec l'équipe qu'il a à ce moment. Pour l'instant, on a des dauphins à quasi 100%, enfin en fonction de leurs absences aussi, Bah oui. et des ducs qui sont à quoi, à 60, 70, ou vous voyez ça comment, vous les gars? Moi j'ai du mal avec le Épinal. jeu des Ducs. Est-ce que Angers est pas en train de montrer les limites de son système de jeu là en playoff? Parce que contre Grenoble ça a été déjà très compliqué.
là contre Épinal, ils se sont contentés à chaque fois de lancer au fond et d'aller travailler, se basant sur le physique, et force est de constater que ça n'a pas marché, puisqu'à domicile ils prennent qu'un match contre une équipe sur les bookmakers, pour eux c'était évident qu'Angers allait gagner. Je veux dire, il y a un problème d'installation. Je pense que Angers est pas vraiment serein et ça se ressent vraiment dans le Et jeu. il y a une stat hallucinante, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai bien cru lire ça, vous allez pouvoir me le confirmer, mais apparemment, Épinal n'avait pas gagné à Angers depuis 21 ans. Ouais, C'est ça. c'est vrai. C'est quand même complètement fou, quoi. Ces playoffs cette année sont... C'est la confiance. Épinal, ils sont en pleine confiance là. Puis apparemment, c'est un groupe qui vit très bien. On peut le voir d'ailleurs sur Twitter. Il y a certains joueurs, ils échangent beaucoup. Tu sens qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe. Gervais notamment, qui est assez présent Et sur Twitter. Cacchiotti aussi. Mais donc, disons que le tour préliminaire contre Dijon, ça a été un élément fondateur pour ce groupe qui maintenant est en pleine confiance. Et quoi qu'il arrive, on dira qu'Épinal a bien joué le coup. Donc Épinal, ils n'ont plus aucune pression. Ils ont plus rien à perdre. Au contraire, Angers, là, je dirais pas qu'ils sont dos au mur puisqu'il n'y a qu'un match partout, mais là, ils ont tous les regards braqués sur eux et ils ont un costume de favori à endosser. Ça a pas l'air facile pour eux, apparemment. Et Poisson Pré, c'est traquenard pour Angers ou pas, potentiellement, ou est-ce qu'ils vont finir par passer la seconde et peut-être avec un tout petit peu moins de pression hors de leur base, ça va passer? À Grenoble, on peut pas dire que ça les ait vraiment aidés en tout cas, de jouer à l'extérieur. En plus, il y aura la pression du public. Puis Épinal, ils ont quand même un bon public, là, ils sont motivés. Non, moi je pense que là, ça va aller en 5 matchs maintenant. Ils vont bien reprendre un match, Épinal, le 3e. Angers. En plus, Angers, le statut de favori, ça leur va clairement pas. Ça fait déjà quelques années. On l'a vu en finale cette année, à la fois de la Coupe de la Ligue, où ils lâchent le match, ils n'ont pas le droit, avec leur début d'avance. En Coupe de France, c'était il n'y a pas longtemps, on s'en souvient encore. Encore aujourd'hui, surtout ce qui est marque, c'est quand même que devant, Brandon Walsh par exemple, il sert à rien à part prendre des pénalités débiles. Bellemare, ouais, ok, il fait le travail, mais sans plus non plus. On attend un peu plus d'un joueur comme ça quand même. Il n'est pas décisif dans les grands matchs. On attend plus quand même de lui, quoi. Bah si, il est décisif parce que c'est lui qui fait la passe pour l'égalisation du 2-2. Et une passe absolument magnifique d'ailleurs. Mais il a été transparent tout le match jusqu'à cette passe en fait. Voilà, c'est déjà pas mal en soi, mais on attend plus quand même. Coupe de la Ligue, Coupe de France, je juge qu'il n'a pas été suffisamment important à son équipe. Dans un match aussi décisif, tu dois être capable d'élever ton niveau de jeu et de ramener la coupe à la maison. En Coupe de France, c'est sûr qu'il a été transparent. Le meilleur joueur, c'est qui? C'est les Français, c'est Gaborit. C'est Julien Albert. Julien Albert, qui met le overtime. Le but en overtime. Faut rappeler vraiment que les playoffs sont d'autant plus une saison à part que là, les stats d'Épinal, c'est 12e de la saison régulière, 9-17 au niveau de l'affiche, et la 3e pire défense de Magnus. Mais voilà, la réussite d'Épinal, elle repose principalement sur le mental. C'est ce que disait tout à l'heure Philippe. Ils ont réussi à construire une nouvelle équipe avec un nouveau coach, et depuis c'est totalement différent. C'est plus les mêmes sur la glace, et clairement ça fait plaisir de les voir jouer à un tel niveau. Quand on voyait un match d'Épinal en début d'année, c'était ennuyeux. Non, en début d'année c'était pas mal, mais... C'était vite ennuyeux. Tout début d'année, ça va quand ils mettent... au début d'année, ils étaient chauds. Et la commotion de Gabriel Girard, elle a tout changé. C'est ça. Ouais. Non, mais surtout, le aussi, Steigne, il fait plus confiance aussi aux jeunes. Genre, tu vois un peu plus les rebonds. Il y a Chauvière, là, on a vu... Chauvière en défense. Qui est passé en défense, c'était plutôt pas mal, d'ailleurs. Donc je pense que eux aussi, ça leur faire plaisir de jouer, forcément. T'as une meilleure utilisation des défenseurs en général, genre Suzanne, Chamonix. Là, c'est bien aussi, Épinal, c'est qu'on peut bien les suivre. Ils ont quasiment tous leurs matchs qui ont été diffusés. Genre Suzanne, au début, je crois que c'est Chamonix qui jouait pas. Puis après, dans les moments décisifs, il était omniprésent. Donc un beau coaching général d'Alex Tienne, et comme l'a dit Philippe, tout va à son crédit. Une autre chose marquante quand on regarde Épinal, c'est qu'au début d'année, les powerplays, c'était pas ça. En même temps, Pellegrino il disait que c'était pas sur ça qu'on pouvait gagner un match. Là, même s'ils sont pas toujours décisifs, au moins il y a un jeu posé, il y a une tentative, et rien que ça fait déjà un peu plus plaisir à voir. Surtout pour parler de Susange en saison régulière, j'ai dû le voir 2-3 fois. Il m'a vraiment paru être un défenseur pas sûr du tout, pas en confiance. Et là, sur les playoffs, il n'hésite pas à porter le palais en zone neutre, il prend des lancers, il réussit défensivement, il fait des grosses mises en échec parce qu'il a un gros gabarit et il s'en servait pas trop auparavant. Là, il semble que Susange il a pris confiance, quoi. A pris confiance avec Alex Stein. Donc, mais ils ont joué caché ou pas
les Dauphins. Non. Ils ont pas calculé en saison régulière. C'est Non. vraiment, Non, je pense pas. Ils à avaient pas la l'approche place pour des ça. playoffs que... Ils se sont même Et- fait très peur parce que Mulhouse, si l'équipe avait pas implosé en vol, ils auraient très bien pu, sur un coup de dé, revenir à égalité, par exemple, à un moment donné. Ah oui, en vrai, Épinal, il était pas loin du tout en janvier. À un Parce moment qu'ils donné, avaient mais- vraiment pas le profil d'une équipe surprise. On dit souvent que les défenses brillent en playoff et amènent la coupe. Troisième pire défense quand même, c'est on un avait début Début d'année d'année. quand même. On avait écrit en août avec PL sur le site 2 Minutes for Checking que c'était une équipe de série et qu'elle allait créer la surprise. Ouais, Avec genre Gabriel Girard confirme grâce à que c'est un Gabriel gardien de Girard, playoff. notamment. C'est ça, Leur la saison c'est est ça, difficile à bon juger, gardien, au bon final. système défensif. C'est ça. Non, mais est-ce que si Pellegrino était encore là aujourd'hui, ils auraient fait ça? Moi, je pense clairement non. Et je m'avance. Moi, pas je pense trop, qu'ils se seraient fait virer. Ils auraient Peut-être pas au passé le premier tour. Ouais, ils auraient Parce que peut-être passé Dijon, le c'est premier vraiment tour. pas une équipe de playoff. Mais Ouais, Chamonix contre aurait Face gagné. à Chamonix, ça semblait dur Ouais, de quand toute même. façon, quel match 4 quand même contre Chamonix? On peut revoir le match contre YouTube. C'est clair. Bah, Girard C'est qui fait énorme. les arrêts déterminants, Caciotti en capitaine qui a fait un doublé, je crois, si je me trompe Ouais, pas c'est de ça. mémoire. C'est ça. Puisqu'on attend d'un capitaine, ce que fait pas par exemple Belmar. Pour revenir à Belmar. Non, mais voilà, bravo. Je pense que tout le monde aimerait être supporter d'Épinal aujourd'hui, quelque part. On a tous envie de vivre ça, même si, une nouvelle fois, moi, ça me chagrine un peu que le 12e puisse presque aller en finale. Ouais, La, c'est C'est la beauté du sport. Ouais, mais bon. la petite anecdote un peu marrante, c'est que j'ai vu Nicolas Bayou du groupe Canal+, sur un match de basket d'ailleurs qui n'avait rien à voir. Oui, Et il me disait qu'il se lamentait de voir Oui. que c'était Angers j'ai Épinal vu ça. en demi-finale pour la Épinal, future retransmission de la finale, pour la qualité Épinal, faut pas des exagérer. patinoires. La patinoire, elle est bien. Épinal, ils viennent de la refaire, elle est toute neuve. Vauche-Télé, ils font des retransmissions pas dégueulasses avec beaucoup moins de moyens que Sport Plus. D'ailleurs, Vauche Vauche Télé, ils font des trucs pas mal. En parlant de Vauche Télé, ils diffusent exceptionnellement les 2 demi-finales, donc ce soir et demain soir à 20h10 en direct, donc pour ceux qui veulent voir le nouveau Épinal et suivre cette série des plus intéressantes. Avis aux amateurs de gardiens. C'est ça. Il y a clairement les moyens de diffuser les matchs. Enfin, je sais pas techniquement comment ça se passe, mais aujourd'hui ça se fait. Alors il n'y a aucune raison. C'est peut-être une mauvaise excuse du groupe Canal+, enfin, je sais pas, mais en tout cas. Même Angers. Mais ils avaient quand même plus peur d'Angers. Hein. Ils avaient quand même Ouais, plus peur oui, d'Angers, Angers, c'est sûr qu'elle est pourrie la patinoire, mais bon. Même Angers de télé, ils ont fait une retransmission là pour les demi, pour les Elle est bien leur demi-finales. retransmission aussi. Ouais, hein. ça passait. Hein. Il n'y a pas des moyens colossaux, donc Sport Plus, faut qu'ils arrêtent. Hein. Enfin, on va pas faire un débat sur Sport Plus, mais. Et voilà, la petite sirène, comme d'hab. Donc on va passer maintenant, après ce débat sur la Ligue Magnus et Épinal, à la page D1, D2. Alors je vais vous faire un petit point sur 3 divisions pour le coup, puisqu'en D3 on est quand même arrivé au stade des quarts de finale. Donc je voulais juste vous donner l'affiche de ces quarts de finale-là, qui sont donc Colmar-Orsières, Deuil-Limoges, Roanne-Marseille et la réserve de Tours contre Viry-Châtillon, sachant que ce match-là, le match aller s'est déjà déroulé samedi dernier et que Tours est allé gagner à Viry-Châtillon 4-6. Voilà, donc les matchs allés ce samedi, et puis pour tous, sauf le match retour de Tours Viry-Châtillon. En D2, les quarts de finale allés ont aussi eu lieu, et le retour n'était pas le week-end dernier, mais ce sera le week-end prochain. Donc Cholet est allé gagner à La Roche 3-8, Cergy et Chambéry ont fait match nul 4 buts partout, Évry Français Volant 1-8 et Agnières Nantes enfin 1-6. Donc on aura les retours ce samedi, on aura le fin mot, mais on a quand même les Cholet, les Français Volants et Nantes qui sont en très très bonne position pour se qualifier. Et on a un match qui reste très indécis entre Cergy et Chambéry. Donc voilà, on va voir comment ça va jouer tout ça pour la montée en D1. La D1 justement, on y vient. Pour faire le point sur le classement, il reste encore une seule journée à disputer, puis après on passera au play-off. Donc voilà, d'ailleurs la dernière journée va être passionnante, puisqu'il y a Brest et Lyon, les deux premiers qui vont s'affronter pour la place de premier. Brest pour l'instant est en tête avec 36 points, devant Lyon 35, Bordeaux 32, Montpellier 31, ensuite 5e Dunkerque 31, également Nice 30 points, Reims 30 points, Neuilly 28 points. Voilà, ce serait pour l'instant les qualifiés pour les playoffs, mais on a également derrière Anglette 27 points et Courbevoie 26 points qui poussent. Et puis pour la bataille pour le maintien, on a le Mont-Blanc qui a fait les bonnes opérations durant les dernières journées, qui s'est sauvé. Il a maintenant 21 points et peut envisager son avenir en D1 l'année prochaine sereinement. Et la bataille pour la dernière place pour se maintenir a lieu en fait entre Annecy et Toulouse. Annecy 20 points a un gros avantage puisqu'ils vont recevoir le Mont-Blanc lors de la dernière journée. Et donc Toulouse qui a 18 points
Et voilà, au final, 14e et dernier, c'est évidemment Amnéville qui est condamné depuis bien longtemps et qui ne compte que 8 points au classement. Donc voilà, on va passer peut-être sur le débat sur Montpellier maintenant. Philippe, tu nous as préparé quelques infos sur ce thème. Ouais, Montpellier, c'est vraiment l'équipe de l'heure actuellement. Enfin, du moins, depuis le début de l'année 2013. Si on avait fait un classement depuis la trêve, Montpellier serait tout simplement premier avec 17 points marqués. Devant Bordeaux et Brest qui en compteraient 14. Viennent ensuite Dunkerque avec 12 points et Nice 11 points. Avec 10 points, on retrouverait Neuilly et enfin Lyon qui connaît un début d'année plutôt difficile. Donc on le sait que parfois vaut mieux être prêt en avril pour les playoffs que en janvier-février. Mulhouse l'avait très bien montré l'an dernier, ils avaient perdu la première place au détriment de Nice et puis on connaît la suite, c'est eux qui avaient obtenu le titre à Nice. Donc voilà, Montpellier, est-ce que cette équipe que peu de gens voyaient à ce niveau-là en début de saison peut aller au bout? Est-ce que leur forme va pouvoir se prolonger? Est-ce que ça suffira pour les playoffs? Ou est-ce que les grosses écuries vont finalement faire rentrer les choses dans l'ordre? Alors voilà, le débat est lancé, sachant que Montpellier vit vraiment une saison de rêve pour l'instant. Ils ont des paris qui ont réussi comme leur gardien. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est surtout des joueurs revanchards, c'est un peu ce que j'ai eu l'occasion d'avoir au bout du fil Kevin Otino, qui est un jeune joueur de cette équipe des Vipers, et qui me disait, voilà, des paris, des joueurs revanchards. Ouais, moi je pense que... Je pense vraiment que ça va être difficile pour eux, parce qu'il va falloir maintenir ce rythme après pendant les playoffs. Donc passer des tours, ça va pas poser de problème s'ils maintiennent cette forme, mais je pense qu'il y aura aussi au niveau de la profondeur de banc à un moment donné, où ça pourrait poser problème avec la fatigue, avec les éventuels blessés. Je sais pas ce que vous en pensez vous autres, mais... Déjà, il y a une situation au classement qui est très paradoxale, puisqu'ils sont 4e à 1 point de Bordeaux, qui est 3e, donc très proche de la 3e place. Mais Reims, qui est 7e, n'est qu'un point derrière, donc c'est vraiment ultra serré. Ouais, donc, comme on disait, ça peut... Ils ont le vent en poupe. Maintenant, est-ce que ça va se maintenir? Ils ont vraiment un très bon gardien là qui pourtant sort de 2 saisons blanches, qui a eu des blessures au genou et qui finalement il arrive vraiment à bien tenir l'équipe. Ils ont fait des paris avec... On avait fait un débat, je crois que c'était la dernière émission ou il y a 2 émissions, sur qu'est-ce qu'il fallait avoir comme... quelles caractéristiques il fallait avoir pour pouvoir accéder à la Ligue Magnus. Et on en est arrivé à qu'il faut avoir de l'expérience, du budget. Bon, ça, la rigueur, le budget, c'est pas trop un problème, ça peut se négocier. Mais des joueurs d'expérience, moi, j'en vois quelques-uns, j'en vois pas énormément. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, et c'est peut-être ça qui pourrait être un frein à la victoire dans les séries éliminatoires, parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment d'éléments suffisamment capables de donner de l'impulsion dans les grands matchs. Au niveau du mental, les jeunes, c'est bien, ils sont frais, ils ont de la fraîcheur physique, mais après, est-ce qu'ils vont être capables de se remettre d'une défaite? Regardez Pinal, hein, ils sont plutôt jeunes, ils y arrivent bien. Mais t'as quelques illustres joueurs quand même. Petrac, Pleuch. Qui est blessé. Ouais, c'est une équipe qui marche plutôt bien, Montpellier, sur les unités spéciales. Ils sont 3e dans les 2 domaines, en supériorité, en infériorité. Donc pour les playoffs, ça c'est un vrai plus. Ils ont Broder qui a l'air quand même d'être un joueur en très bonne forme. Bon, il est seulement 12e pointeur, mais par contre il est 5e buteur, il marque beaucoup de buts. Le seul point noir de ce joueur canadien, un peu comme beaucoup de joueurs canadiens parfois quand ils intègrent le championnat de France, c'est que c'est le 2e joueur le plus pénalisé de toute la division. 115 minutes et dont 5 fois 10 minutes. Et ça c'est quand même assez... Gaffe en play-off. Hein. Ouais, voilà, parce que les équipes sauront qu'ils peuvent presser là où ça fait mal sur ce joueur, ou s'il n'arrive pas à se discipliner. C'est ce que me disait Kevin aussi, Otino, que justement il était ciblé régulièrement pendant les matchs. Il y a un pari qui a été réussi aussi, c'est Yaneska. Donc on a beaucoup parlé des joueurs de D1 qui descendaient en D2, ça a beaucoup été le cas. D'ailleurs en l'occurrence, lui il a fait le contraire, il était à Toulon, qui était pas forcément une équipe majeure de D2. Et là c'est un vrai pari réussi, il avait marqué 51 points en 18 matchs avec Toulon et il s'est parfaitement intégré à ce collectif de joueurs revanchards. Là, c'est pas sympa très quoi, étonnant. cette équipe. Ouais. Pour Janeska, c'est quand même pas très étonnant quand tu regardes sa fiche. Oui, c'est quand même un joueur. Il était en élite polonaise il y a 2 ans. C'est presque étonnant, c'est qu'il était à Toulon l'an dernier, quoi.
en D3, enfin en D2. Et puis un niveaux. élément aussi, c'est le coach. Pascal Riser, je sais pas trop en tout cas, qui a coaché cette équipe il y a plusieurs années déjà et qui avait emmené les équipes de Montpellier au titre en D3 et en D2 et qui a repris du service en cours de saison dernière. Et voilà, et depuis il a vraiment réussi à fédérer les forces dans ce club qui a beaucoup de points positifs, qui a un public naissant, etc., qui est dans une vraie ville de sport qui rayonne au travers dans le foot, dans le rugby, dans le handball évidemment. Et donc tout ça c'est des points positifs. Ouais, exactement. Le gros point négatif par contre, à mon avis, et c'est ce que me disait aussi un peu Kevin Otino, c'est que la formation c'est très compliqué dans le coin. Bon, déjà ils ont vécu un été quand même plus que difficile à Montpellier. C'est aussi pour ça qu'ils ont fait tant de paris cette année. Ils étaient au bord de la faillite, notamment. Donc la formation c'est pas trop ça. Ils ont quoi? Ils ont une U22 excellence, c'est ça? Ouais, ils essaient d'amener avec des U22 des joueurs pour essayer de faire un pont entre leur équipe U22 et leur équipe de D1 pour justement ça permettrait de leur apporter un peu de profondeur maintenant. Ils sont pas dans une zone géographique qui est très propice au développement, quoi. C'est un peu compliqué, ça va être un long travail s'ils veulent s'y mettre à mon avis. Non mais ils ont le potentiel. C'est un bon club pour l'avenir quand même. Ouais, puis il y a un truc qui est très positif pour eux, c'est que j'en parlais justement, je lui demandais à Kevin Otino, mais qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui pour ça? Ouais, ça c'est pas mal. Mais qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui pour aller titiller Lyon-Brest? En gros, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pouvez aller chercher le titre, etc. Donc lui il me disait que oui, ils en parlent dans le vestiaire, ils s'en cachent pas, et que de toute façon, ils ont déjà pris des points contre toutes les équipes de D1. Ils ont battu Lyon et Brest. Donc eux, ils se fixent pas de limite, quoi. Ils ont eu des trous d'air, mais ils ont toujours su rebondir, donc il y a une équipe qui leur fait peur dans cette division. Même s'il reste sur une défaite contre Neuilly. Je sais pas, Gap en Magnus, il avait pris des points contre tous les leaders aussi, puis on voit ce que ça a fait. Ouais, c'est pas une valeur, mais pour ce groupe-là qui manquait peut-être de confiance au départ, vu les parcours des joueurs, etc., ça les a un peu galvanisés, quoi. Là encore, le crédit va à l'entraîneur, je pense, parce qu'il a su construire un groupe, il a su tenter les paris qui ont marché, tant mieux pour lui. C'est sûr que si ça n'avait pas marché, ça aurait été aussi de sa responsabilité. Et puis il a réussi à faire jouer tous ces joueurs ensemble, parce que si c'est les joueurs qui sont sur la glace, il y a quand même un chef d'orchestre derrière. Et je pense que et je crois que c'était pas forcément évident c'était vraiment une fin de cycle, quoi. Avec le coach précédent, donc ça a redonné un bon coup de boost à tout ce club qui en début de saison visait officiellement pas grand chose de plus que le maintien. Et voilà, de victoire en victoire, où étant donné ce championnat aussi qui est très serré et où il n'y a pas des leaders qui se détachent beaucoup, ils y croient et ils ont raison d'y croire à mon avis. L'appétit vient en mangeant. C'est ça. Exactement. Et lui me disait, Kevin Otino justement aussi, qui est un jeune joueur, que c'était très facile de s'intégrer dans cette équipe, quoi, et que il y bonne ambiance. Il se passait quelque chose, quoi. Ouais, exactement. C'est important. Exactement. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire face à des équipes comme Lyon ou Brest? Est-ce qu'ils vont réussir à tenir la dragée haute? Ça, c'est pas aussi sûr. En playoff, le problème c'est que Brest. Est-ce que Brest déjà va augmenter son niveau de jeu? Parce qu'il y en a plein à chaque fois qui disent qu'ils ne le font pas. À cause des problèmes financiers pour Alain Magnus. Hop là. Et oui, c'est déjà la fin de notre page D1, D2. On souhaite évidemment une bonne chance aux Vipers pour les playoffs. Clément, ça va être ton tour de parler de la NHL. Dis-nous tout sur la grande ligue. On a toujours des équipes qui se détachent en haut, et puis voilà, il se passe encore plein de choses. Ah oui, tout à fait. En haut, ça ressemble toujours au même classement. Environ pas beaucoup de changements majeurs. Chicago est toujours premier avec 49 points, suivi de près par Anaheim, 44 points. 44 points également pour les Penguins de Pittsburgh, toujours aussi impressionnant, qui restent sur 9 victoires consécutives. Donc c'est assez impressionnant l'état de forme des Penguins de Pittsburgh en ce moment, qui sont bien menés actuellement par Sidney Crosby, qui semble bien s'être remis de ses multiples commotions cérébrales cette année, puisqu'il en est déjà à son 48e point en 30 matchs seulement. Donc je vous laisse imaginer son implication dans le jeu des Pingouins. En troisième position, on retrouve donc le Canadien de Montréal. On sait que beaucoup d'entre vous sont partisans du Canadiens Hockey. Donc le Canadien Hockey est toujours au top avec 42 points et 2 matchs en moins. Donc très très bien placé dans le haut de la ligue.
Et dans le bas de classement, alors on retrouve certaines franchises qui font des mauvais choix en ce milieu de saison. Donc les Avalanches de Colorado, bien sûr, je parle du mauvais choix concernant Aurélie. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines émissions. Je ne sais pas ce que vous en avez un peu pensé de faire une réenchère comme ça sur une offre de Calgary. Donc le DG qui n'a pas trop les pieds sur terre, et ça fait que sa franchise plonge à la 28e place du classement avec seulement 24 points. En 29e position, on retrouve les Sabres, les Buffalo Sabres. Donc le changement de coach n'a visiblement pas été bénéfique pour la franchise de Buffalo, qui plonge elle aussi. Et enfin les Panthers qui ferment la marche 30e avec 20 points. Visiblement, a priori, pas de play-off pour ces trois équipes-là. Donc voilà, c'est un classement qui est positif pour certains et un peu moins pour d'autres, comme d'habitude. Donc à la rigueur, là, on peut parler vite fait, je pense, de la réorganisation des Division. La répartition entre Est et Ouest qui a changé, effectivement. Voilà, si tu as quelques infos là-dessus, tu peux ça nous a un donner peu ça. changé, un tout petit peu. Alors la principale information à retenir de ce changement de division, c'est le passage de Détroit à l'Est. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Columbus aussi qui passe à l'Est. On aura l'occasion de parler de Columbus dans quelques minutes. Moi j'aime bien ces nouvelles divisions. Le problème c'était la Floride, qui sont de toute façon la Floride, quoi qu'il arrive, ils ont beaucoup de déplacements à faire, mais là de les mettre dans la division nord, enfin là on ce qui ressemble plus ou moins à la division nord-est actuelle, donc avec Montréal, Toronto, ça permettra de remplir les amphithéâtres. Est-ce qu'il n'y a pas un mal pour un bien, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des rivalités un peu ancestrales qui sont cassées par cette réorganisation? Au contraire, Si, ouais, la Chicago et Détroit qui sont détruits. Voilà. Chicago Détroit, mais tu recrées Détroit-Toronto, tu recrées Détroit-Montréal. Donc bon. Sachant qu'en plus maintenant toutes les équipes se rencontreront au moins 2 fois. Donc tu reverras dans ton amphithéâtre, quoi qu'il arrive, une équipe de l'Ouest, qui n'était pas le cas avant. Donc ça va pas totalement casser la rivalité non plus. Puis il y a Winnipeg Alors, aussi. D'accord. Winnipeg Voilà, qui va l'objectif principal à de l'ouest. ce réajustement, c'était quand même de réduire les déplacements pour les franchises comme Winnipeg et les franchises de la Floride. Est-ce que ça a été réussi selon vous ? Pour Minnesota aussi. Minnesota, Minnesota. qui est le grand gagnant de ce réalignement. Parce que c'était l'équipe qui voyageait le plus avant. Et là, ça va. Ouais, mais Dallas du coup ils vont devoir aussi. changer leur nom de club. Le Wild, ça va être moins wild que ça finalement. Ça va être plus près. Du coup, on peut passer directement au Columbus Blue Jackets. Parle-nous des Blue Jackets là dont on dit du bien sans aller plus loin sur les dernières émissions. Fais-nous rêver un peu cette jeune équipe là qui a de quoi faire pour l'avenir. Alors, jeune équipe, oui, mais je vais commencer peut-être par vous présenter un papy du hockey, Vinny Prospal, donc très très impressionnant, toujours aussi important dans le jeu de Columbus. Donc il a déjà amassé 15 points, donc pas mal à son âge, je dirais. Je n'oserais pas dire qu'il est non plus très proche de la retraite, mais... Et le respect pour les anciens, s'il vous plaît. Bon, voilà, exactement, un peu de respect quand même pour les anciens. Il y a aussi également Derek Brassard, plutôt efficace en attaque, qui est très important et qui lui aussi a amassé 15 points. Donc il n'est pas facile de jouer dans la division de Columbus, parce que c'est quand même la division centrale où il y a des clubs comme Saint-Louis, Chicago notamment. Les matchs Chicago-Columbus en ce moment donnent des belles joutes. Mais vraiment on peut dire que Columbus là réalise une suite de saison plutôt intéressante. Et Columbus remonte progressivement. Ils sont maintenant 22e avec 28 points. Et ils sont sur une série de 10 matchs consécutifs sans défaite en temps réglementaire. Donc on peut dire qu'ils rattrapent un peu les Hawks de Chicago, pardon. Et il faut aussi préciser qu'il n'y a seulement que 4 points d'écart entre le 9e et le 22e du classement de la National. Du coup, ça laisse beaucoup d'espace pour Columbus Blue Jackets qui peut espérer maintenant des playoffs. Juste un truc, les gars, ils ont pas de pointeur, quoi. Enfin, je veux dire, quand on regarde le C'est statistique, ils sont vraiment un gros buteur, non? Mais c'est une très mauvaise attaque quand même globalement. Ouais, parce que façon, Prospal la avec 15 Boston points qui est meilleur pointeur, avec Brassard, c'est quand même moche. Quoi. Ah, mais il y a le petit Cam Atkinson qui est très talentueux mais qui a du mal qui est souvent blessé. Et Dubinsky aussi. Il y a des jeunes sérieux, mais c'est surtout une équipe de travailleurs plus qu'une équipe de pointeurs, quoi. Ils ont la pire attaque du championnat, ça c'est... Je vais vous donner 2 stats. Une stat importante, ils ont 64 buts marqués, donc c'est une mauvaise attaque certes, mais c'est autant que San Jose. Alors que quand même, San Jose, ils ont des Patrick Marleau, Thornton, Couture. Et que les Rangers aussi, qui ont 65 presque.
Le Rangers, c'est la déception de la saison. Donc c'est quand même, enfin c'est mauvais au niveau d'attaque, mais bon, San Jose, voilà, ils sont quand même. Ouais, c'est plutôt la un bon répartition début. effectivement qui peut Ensuite, poser question parce que c'est très réparti quoi. C'est simple, ils ont 7 buteurs entre 10 et 15 points. Enfin 7 pointeurs entre 10 et 15 points, pardon. Ouais, mais bon, l'homogénéité. Avant, ils avaient Rick Nash, donc c'est quand même un pur joueur et ça les a pas aidés non plus. Donc moi, Ouais, je c'est préfère clair. encore une équipe homogène. Tu regardes par exemple Saint-Louis, ils sont pas non plus de purs pointeurs, C'est ils sont sûr. homogènes, mais ils sont quand même dans la course, puisque là, c'est un outsider pour la course au playoff, enfin pour la course à la Stanley Cup après. Tu regardes l'an dernier, Los Angeles, il n'y avait pas non plus particulièrement un pointeur. Bon, il y a Kopitar, etc., mais c'est pas non plus genre la machine à scorer. Ouais. Non, moi, Et puis il y je pense que a surtout- Jack Johnson C'est vrai. qui est génial aussi, non? Je sais pas Ouais. ce que vous en pensez, mais moi J'allais j'adore. vous en parler. Ils misent beaucoup sur la défense. Ouais, Surtout, le brigade défensif, c'est un haut niveau quand même. T'as Nikita Nikitin, Jack Johnson, John Moore, c'est vraiment ultra solide. Ouais. Eriksson, on oublie trop le petit Eriksson, Le petit jeune. qui a été Non, mais- récupéré dans l'échange de Nash. En parlant de la défense, moi je vais vous dire une autre stat. Ils ont pris 76 buts, c'est-à-dire que Columbus a encaissé moins de buts que Vancouver, que Saint-Louis, que Pittsburgh ou que New Jersey. Alors que Saint-Louis, ça semble quand même être une référence en matière de gardien. De défense. Donc Columbus a pas du tout à rougir. Et les 64 buts marqués s'expliquent aussi par le fait que en début de saison, ils ont eu beaucoup de mal enfin, ils ont manqué de réussite, quoi. Il y a eu beaucoup de blessures. Là, ils reviennent bien, ils commencent à marquer des buts. Ils prennent Beaucoup confiance. ils prennent la confiance et les buts viennent avec la confiance. Moi, je me fais pas d'inquiétude. Je pense que actuellement cette équipe est largement supérieure à des équipes comme Colorado, Calgary, même Edmonton, parce que c'est une équipe de travail. Bobrovski qui est très chaud. Pour exemple, ses 5 derniers matchs, sur 5 matchs, il encaisse que 4 buts et fait 2 blanchissages. Donc Bobrovski, qui n'a que 24 ans et qui est peut-être un gardien d'avenir dans cette ligue, est en train de réaliser un milieu de saison assez impressionnant et il est en train de porter son équipe peut-être vers les playoffs. Ce serait quand même une surprise. Ouais, mais après, c'est Ils une ont équipe, fait les playoffs cette année, c'est une équipe peut-être très pas. jeune. Hein. C'est l'équipe la plus jeune de la ligue, pour ainsi dire, et ça va pas s'arranger. Ouais, mais parce c'est qu'ils ça, ont- mais il y a Ils ont 3 choix en Philippe, tu disais. première ronde là, en 2013 à la draft, donc L'an c'est- dernier. ils ont l'avenir pour eux. ouais, ça va être super important, mais Donc, Puis surtout aussi, qu'on annonce ouais, une ouais. draft pleine de talent quand même. ouais, ils vont aller chercher quoi, des gros attaquants ou Ouais, ça bah, il va en faudra bien. Bah, parce ils ont pris Ryan Murray l'an dernier, gros défenseur, qu'on annonce très prometteur, qui n'a pas pu jouer cette année parce qu'il est embêté par les blessures. Donc ouais, il va falloir aller chercher, je sais pas, un gros centre. Ouais, ils ont construit par le bas, en gros, c'est plutôt intelligent, ils ont une bonne base là, ils ont un gardien qui tient la route, une défense et un collectif qui tient la route, il leur manque quelques talents en C'est le plus. contraire d'Edmonton, ouais. C'est construction par le bas. Exactement. Et là, là, ils ont le même nombre de points qu'Edmonton, mais sur la série en cours, je sais pas combien de temps va durer cette série, mais il n'y a pas vraiment de raison qu'elle s'arrête, parce que Columbus, franchement, sur le plan du jeu, ils ont vraiment pas à rougir, quoi. Défensivement, c'est solide et ça travaille vraiment dur. Et tu sens que les mecs ont envie de prouver qu'ils méritent de sortir de la cave de la ligue. Surtout que tu parles de leur série, là, en effet, elle peut vraiment se prolonger parce qu'ils vont aller à Nashville, qui est pas au top du top en ce moment, à part Riné, bien sûr, qui est toujours là. Donc Donc ils vont s'est à fait chasser 2 fois Calgary. récemment. Ah, c'est vrai. Bon, Nashville, Calgary, après ils vont à Nashville donc, et après donc il y aura Vancouver. Donc là ils ont encore 3 matchs qui sont vraiment à leur portée. Après Vancouver on verra, et après ils vont à Edmonton. Donc un calendrier quand même plutôt favorable à venir. Vous les voyez mieux dans quoi, dès la fin de saison ou dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est Non, une équipe non. à moyen terme? Ouais, d'ici 2 ans. Avec leur nouveau DG, on va voir aussi ce qu'il va leur concocter, le Finlandais, ancien recruteur pour les Blues. Celui qui est allé chercher le fameux Vladimir Tarasenko, oui. Donc l'avenir est là pour Columbus. Comme Edmonton un peu aussi. C'est vraiment les nouvelles générations qui sont Edmonton. primordiales pour ces franchises-là. Et oui, exactement. Une belle petite équipe, c'est un peu comme les têtes à slap, hein, c'est un peu, il y a des jeunes, il y a du potentiel, hein, on espère que ça va continuer et qu'ils vont avoir des succès de plus en plus. Voilà. Philippe, on passe à l'équipe de France et les Français de l'étranger. En l'occurrence, tu vas nous parler évidemment des Français de l'étranger qui jouent plutôt bien même. Ouais, absolument. Bon, comme d'habitude, on va commencer avec notre petit Frenchie de la NHL, Antoine Roussel.
qui, pour rappeler ses stats, en est à 18 matchs joués, 5 buts, 4 passes, 9 points et 47 minutes de pénalité. Là, petit à petit, il commence à en accumuler un certain nombre. Depuis notre dernière émission, il a marqué un but, mais il a aussi effectué 2 bagarres contre Shea Weber et Brent Seabrook. Donc son rôle tend à changer un petit peu aussi dans l'équipe, parce qu'avec les retours de blessures, il retourne progressivement en 3e, 4e ligne. Il est depuis quelques matchs de nouveau placé au poste de centre. Donc quelques changements dans son quotidien. Mais Dallas qui a connu un dernier match assez difficile face à Chicago notamment, ils ont pris une belle dérouillée. Mais sinon les voyants sont globalement ouverts pour Antoine Roussel. En tout cas, il choisit pas n'importe qui souvent pour faire des bagarres, des défenseurs un peu emblématiques, tout ça. Donc c'est marrant, je pense qu'il doit faire du buzz au niveau des vidéos. Ouais, il a besoin de se montrer. Il montre du caractère. Ouais, bon, pour les bagarres, il faudra qu'il change un peu son style de bagarre s'il veut pas non plus être haï par tout le monde. Il faudra surtout qu'il enlève son casque quand il se bat. Parce qu'il a une visière et c'est très mal vu. Et puis ses particularités, c'est qu'il lâche les gants et puis tout de suite il jette sur l'autre belligérant qui n'a pas le temps de le voir venir. Donc forcément ça aide un peu pour les bagarres. Ouais, mais ça qu'il a écrasé Seabrook. C'est ça. Voilà, avant c'était messieurs les Anglais tirer les premiers, maintenant on a compris la leçon. Oui, c'est ça. On va pas s'en plaindre non plus. Ça peut être utile. Et donc après Antoine Roussel, on va vous parler de Pierre-Edouard Melbar, où là c'est un petit peu moins joyeux, puisque son équipe de chez l'FTA, il a commencé les playoffs, donc son équipe a terminé loin en tête du championnat régulier. Et dès le premier match de playoff, que son équipe a malgré tout gagné 5-0, il a vécu une bien sale soirée, il a subi une charge plutôt vicieuse. Bah, il s'est fait agresser, hein. Il s'est fait clairement agresser. C'est un attentat. Et résultat, fracture de la mandibule, donc c'est-à-dire un os de la mâchoire. Pas de commotion cérébrale a priori de ce qu'il racontait. Son équipe espère un retour au corps avant la fin de saison, sous réserve d'un parcours long en play-off. Donc ceci pourrait être intéressant pour l'équipe de France s'il arrive à revenir rapidement. En tout cas, il est passé sur le billard, il a été opéré de la mâchoire et puis maintenant il poursuit sa rééducation et son rétablissement. Enfin, je vais finir avec Tim Boson, puisque sa saison dans la Western Hockey League vient de se terminer. Sa saison régulière, je précise, parce qu'il va aller en play-off. En 69 parties, il a inscrit 36 buts, distillé 55 passes décisives pour un total de 91 points, ce qui fait de lui le 9e meilleur pointeur du championnat. Il est dans le top 20 des buteurs et dans le top 10 des passeurs. Il faut dire qu'il était très bien entouré avec J.C. Lippon et Colin Smith, qui sont 2 autres très très gros joueurs de la ligue. Il a fait 20 passes décisives de plus que l'an dernier, ce qui fait que avec le même total de buts, 36 que l'an dernier, il a 20 points en plus, donc ce qui est plutôt pas mal. Il faut dire que Kamloops a vraiment très bien tourné en début de saison. Après, il a été un petit peu plus en difficulté à l'image de son équipe. Ils ont terminé finalement 3e de la conférence Ouest. Ils commenceront leur play-off donc cette semaine. Leur objectif, c'est le titre pour aller à la Coupe Mémoriale à Saskatoon. Ce sera un objectif difficile mais atteignable. S'ils jouent à leur meilleur niveau, on sait qu'ils peuvent battre tout le monde. Donc voilà, on peut que lui souhaiter ça pour se mettre dans la lumière vis-à-vis des Canadiens de Montréal pour enfin obtenir le fameux contrat avec la formation montréalaise. Un Boson à Montréal, ça serait beau. Hein. Oui, absolument. Donc maintenant, par rapport à ce débat, on va vous parler de l'équipe de France. Est-ce que l'équipe de France sera en mesure de se maintenir s'ils n'ont pas Antoine Roussel, s'ils n'ont pas Stéphane Dacosta, voire s'ils n'ont pas par exemple Pierre-Edouard Bellemare, s'il n'est pas rétabli pour les mondiaux, alors que la préparation s'amorcera dans 2 semaines. Parce qu'en gros, la NHL n'est pas du tout conciliante avec les équipes nationales dans ce genre de cas. On est d'accord là-dessus, c'est pas la NBA qui discute un peu, quoi. Non, mais ça c'est sûr. De toute façon, avec la saison raccourcie, les playoffs vont commencer au moment où les championnats du monde vont commencer. Donc, sachant que nos Français sont aussi engagés avec les équipes de Ligue américaine qui risquent d'aller loin en playoffs, même si leur équipe venait à se faire éliminer en Ligue nationale, il y a de gros risques qu'ils soient encore en lice en Ligue américaine. Ouais, donc, ce serait une très grosse surprise de les avoir. Autant avec les franchises NHL, franchement c'est complètement compréhensible, mais voilà quoi. Ils ont en dessous, c'est quand même dommage, quoi. Ils ont un contrat à HL.
ceux qui les paient en même temps. Ouais, Ah oui, bah, c'est c'est normal, pareil mais dans d'autres sports. Mais bon. On en revient au débat Ouais, sur mais la la date des championnats du monde. Le problème, c'est que la NHL, ils sont totalement à part du système international, comme la NBA. Ouais. Et il faut mettre Ouais, les ouais, championnats bah, du monde un peu plus tard. Parce que là, ça va pas, Ouais, c'est pas possible. On peut pas faire des championnats du Non, monde mais sans les meilleurs joueurs au Tu vas monde. pas faire des championnats du monde en juin non plus, après. Qu'est-ce qui t'empêche de les faire en juin? Bah, Le fait que la Ligue Magnus s'arrête en février pour certains on va faire clubs. des championnats T'as européens. Danero qui va arriver au championnat du monde, il aura pris 17 kilos. Mais Il même aura les pas autres joué au hockey depuis championnats 2 européens, mois. Même la KHL, elle finit quand même assez tôt, elle finit en avril, tu vas pas faire ça en juin. Enfin, elle finit en avril. Mais nous nous égarons, les amis. Oui, Ouais, le débat n'est pas celui-ci. De toute façon, ils ne seront pas là. Et voilà, on peut en faire un petit coup de gueule, mais ils seront pas là. Alors, même sans eux, la France, ça tient la route encore pour le maintien. Ça se complique on a assez sérieusement nos quand chances, même. oui, Ça mais se complique. Il va falloir Surtout sans Bellemare, des quoi. grands gardiens. Il va falloir Ouais, que lui, Dave et Anderson toi. fasse un choix surtout. Parce que là, L'Henry en playoff, il est pas du tout étincelant. Est-ce que ce serait pas le moment de passer le témoin Mais est-ce que Hardy Hardy et est plus Kemener? étincelant? Non, mais Hardy, Kemener, ça il va, a mais 27 ans, donc... Hardy, c'est l'avenir. Il faut bien qu'il commence à Oui, être c'est backé sûr, en c'est équipe sûr. de France. Ça, on est Alors d'accord. que l'Henry, c'est fini. Je veux dire Hardy ou Kemener, parce que sur les playoffs, pourquoi Kemener il a pas fait un très bon match, je crois, à Rouen, d'après ce qu'on a entendu. Mais Kemener gagne avec Briançon la Coupe de France. Psychologiquement, ça joue aussi. Enfin, Ouais. Hardy, le seul match qu'il a joué en étant titulaire en équipe de France, il a été énorme. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Aussi. Le doute est permis, donc. pour Ouais, l'instant, ça, la c'est seule Dave fois, Anderson. la seule fois où il a eu sa chance, il a été totalement irréprochable. Donc, Ouais. moi, si mais là, j'étais les gars, sélectionneur, quand on parle de Bellemare, d'Acosta Roussel, on parle surtout de l'attaque. C'est quoi elle est handicapée forcément par cette absence-là, mais Bah, on ça va fait les 3 retrouver joueurs. après, puisqu'on a vu que. c'est pour ça qu'il Ouais, faut ça fait compenser une au niveau entière. des gardiens. Si on marque moins de buts, faut en encaisser moins aussi. Donc, Il faudra qu'il n'y ait pas d'autres blessés. Parce que attention, Ouais, là on parle de 3 joueurs qui peut-être de base ne seront pas là, mais si on a vu au tournoi de qualification olympique qu'il y a d'autres joueurs qui n'étaient pas là. Eh oui. Donc ça pourrait se compliquer. Maintenant il y aura pour nombre d'entre eux la saison va se terminer très bientôt, donc ça permettra aussi un peu de recharger les batteries, de soigner les bobos s'il y en a. La différence du TQO, c'est que là, on a un gros programme de préparation qui permettra de bien roder les lignes, donc qui devrait un peu compenser Ouais, c'est vrai. les absences. De Henderson et Pierre Pousse auront le temps de trouver la meilleure formule. D'ailleurs, en plus, ils vont aller affronter la Suisse, je crois, la Norvège, donc il y aura quand même une opposition intéressante. Et puis, on parle du maintien, donc il faut peut-être rappeler notre groupe. On sera donc contre le Canada, donc là, on peut déjà enlever ce match. La Finlande, pareil. Donc après, il y aura la Biélorussie, qui sera quand même abordable. Le Kazakhstan, notre bête noire du TQO. La Slovaquie, puis après donc nos amis suisses qu'on aime bien chatouiller pendant la championnat du monde et les États-Unis. C'est pas facile, Donc quoi. Ouais, il n'y a pas de match Je cadeau, préfère ça, notre c'est sûr. groupe. Ouais. Je sais pas si je préfère notre groupe à l'autre. Ma foi. On sait qu'il faut, dans l'autre, on- il y a la Slovénie. L'autre, il y a l'Italie. ouais, on sait qu'il faudrait être là à chaque match contre les adversaires Ouais. directs, ce qu'on a su faire l'an dernier. L'an Parce dernier, que- ils avaient Ouais. mis au repos par exemple Bellemare contre la Finlande et le Canada, ce qui avait plutôt bien marché, Ouais. puisqu'après il était on ne peut plus en forme pour les matchs décisifs. Pareil pour Huette. On peut peut-être refaire la même stratégie, puisqu'on ne change pas une stratégie qui gagne. Non, mais voilà, d'où l'idée de prendre Hardy. Autant envoyer Hardy contre le Canada, C'est les vrai. États-Unis et la Finlande. Comme ça, il va vraiment prendre de l'expérience et on va voir ce qu'il vaut. Parce que, bon, l'Henry, on a vu l'année dernière, on va pas Ouais. lui reprocher d'avoir pris 7 buts contre le Canada ou la Finlande parce qu'il pouvait globalement pas faire grand-chose. Et de toute façon, l'Henry, l'année prochaine, il sera plus en équipe de France. Alors, franchement, à quoi ça sert de Bel l'envoyer argument. jouer des matchs qu'on a déjà perdus sur le papier? Autant envoyer un gardien plus jeune qui représente l'avenir, comme ça, il prend de l'expérience. Est-ce C'est-à-dire que Ouais, que ça puis va pas se le casser? Non, Et mais non. non. Et puis un point qui m'est cher, c'est que ça va le permettre à Hardy de se montrer pour partir à l'étranger. Ouais. Ah, ça, c'est Ouais, bon. c'est vrai. Est-ce Bon qu'il a argument, vraiment le envie bon de partir argument. à l'étranger? Ouais, mais on a beaucoup vanté la notion de groupe de l'équipe de France, c'est le moment de le prouver là, malgré les absents Ouais, de absolument. taille. Je pense. Cette équipe de France, elle a quand même beaucoup existé sans D'Acosta et Roussel aussi. Je veux dire, elle n'était pas complètement dépendante de ces deux joueurs-là. Ouais, D'Acosta il était c'était là un vrai à chaque cadre. fois. Bon, D'Acosta il était quand même là sur les 10 derniers mondiaux. Celui qui fait la passe décisive à Ekfeuille contre la Biélorussie qui nous maintient il y a 2 ans. Surtout Roussel, maintenant. il a été excellent aussi. L'an dernier, ouais. Roussel. Il s'est révélé. Il était Oui. décisif aussi. Il a surpris tout le monde.
C'est vrai. Il a montré que c'était pas qu'un goon, ce qu'on voit aussi aujourd'hui maintenant. Voilà, le débat sur l'équipe de France, bien sûr, on espère que l'équipe de France va se maintenir et nous offrira de belles émotions. On en a eu des belles et des un peu moins belles ces derniers temps, mais en tout cas, on a surtout une pensée pour Pierre-Edouard Bellemare, qui a quand même vraiment été agressé pour le coup dans ces playoffs-là. Et Pierre-Louis, tout de suite, tu vas enchaîner sur le grand débat du soir, qui porte sur l'arbitrage. Alors, dis-nous tout, et je crois qu'on a un invité spécial avec nous. Quelle chance! Eh oui, nous avons un invité spécial, bien connu donc de la sphère twitterienne, qui est Nicolas Crégu. Donc aujourd'hui, on va parler de l'arbitrage, parce que bien souvent sur les forums, on peut voir un nombre incalculable de plaintes, dues entre autres à la méconnaissance de règles, mais également au sentiment bien français qu'on se fait voler par l'arbitrage, et aussi que nos arbitres français ne communiquent pas assez. Donc on va essayer de parler de tout ça aujourd'hui, donc avec notre invité, notre arbitre de ligne en Ligue Magnus, Nicolas Crégu. Nicolas Crégu, donc bonjour. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous récapituler un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a décidé à devenir arbitre? Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Nicolas, j'ai 24 ans. Et donc je suis arbitre national depuis 2007. J'ai fait mon premier stage national en 2007. Et sinon j'ai arbitré j'ai commencé à arbitrage dans le club dans lequel je suis licencié, qui est Courbevoie, dans lequel jouait mon frère. Alors moi, il faut savoir que j'ai jamais joué au hockey. Je faisais de la natation à haut niveau, et puis suite à des pépins physiques, j'ai arrêté de nager, et puis j'ai commencé à arbitrer les matchs de mon frère quand il jouait en plus 1, et puis ça m'a plu. J'ai grimpé les échelons petit à petit pour me retrouver arbitre national en 2007, et en 2008 je suis passé en Ligue Magnus, en juge de ligne, jusqu'à aujourd'hui. Première question, donc toi qui n'es en plus pas trop du monde du hockey, enfin à part ton frère, la formation de l'arbitrage, comment ça se passe, comment vous êtes supervisé après en Magnus plus tard, comment ça se passe tout ça? Donc on grimpe les échelons petit à petit. Donc tu commences par t'intéresser à l'arbitrage dans ton club. Ensuite ton club te propose à la ligue régionale, aux différents COS qu'il y a à travers la France. Et puis donc tu fais des matchs régionaux, et si tu te démerdes pas trop mal, tu peux être envoyé au stage national qui a lieu une fois par an, où tous les arbitres français se retrouvent. Et de là, tu es évalué sur tes connaissances de règlement, sur ton patinage. Tu as des cours théoriques, et après on t'est balancé dans le grand bain. Généralement tu commences par faire de l'espoir élite et de la D2, puis après au vu de tes compétences tu grimpes. Et c'est le cursus classique, je dirais, pour devenir arbitre. Bon, c'est comme les équipes, quoi. Tu gravis les échelons. Si tu mérites de monter, tu montes. Sinon, tu restes dans la catégorie pour travailler et pour essayer de progresser. Et Nicolas, tu trouves que tu as eu justement ta formation a été assez annuel, dense? Ouais, pardon PL, excuse-moi, je t'ai coupé un peu. Je voulais juste demander à Nicolas en fait s'il trouvait que justement en ayant été un peu au bout de cette formation-là, c'était assez dense pour lui, et qu'il se sentait vraiment armé à la sortie de tout ça pour arbitrer des rencontres de haut niveau, quoi, avec de l'enjeu. À l'heure d'aujourd'hui, oui, si je suis en Ligue Magnus depuis 2007, depuis 2008, c'est qu'ils jugent que j'ai les armes pour. Moi, je me sens pas, à l'heure actuelle, pas en difficulté sur les matchs. C'est vrai que la première saison est toujours un peu compliquée, surtout que j'ai pas fait énormément de matchs de D1 quand je suis arrivé. J'ai été vite propulsé sur de la Magnus. C'est vrai que c'était pas facile la première saison, mais à l'heure actuelle, oui, on a toutes les armes pour faire les matchs correctement. On est écouté, on est suivi, on est supervisé. Il y a une bonne ambiance entre les gars. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Après, c'est vrai que le chemin est compliqué au début, parce que quand on démarre dans son club, ensuite sur du régional, on n'est pas forcément suivi, on est un peu envoyé au casse-pipe, et je pense que la formation passe par le travail sur le match. Il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre que d'être sur la glace et de faire des matchs. Le tableau noir, ça n'existe pas pour l'arbitrage, vu que c'est que du jugement dans la seconde. Ouais,
Ce que tu veux dire, c'est aussi qu'il y a un environnement à dompter, entre guillemets, au-delà du fait d'être un bon patineur, un très bon connaisseur des règles, mais qu'il y a tout ça, les relations avec le public, la façon dont les joueurs essayent de négocier un peu, etc. C'est tout ça qui est un peu plus compliqué et qui prend de l'expérience. Ben voilà, le côté technique brut, c'est bête et méchant, il suffit d'apprendre le règlement. Après, le patinage et les positions, ça se travaille. Et c'est vrai qu'il faut dompter, comme tu disais, l'environnement, savoir les joueurs, les coachs, les dirigeants, les accueillants, les patinoires. Après, le public, ça se dompte pas, ça fait partie du jeu, mais on n'a pas vraiment de relation avec eux, quoi. Il n'y a pas d'échange, donc il n'y a pas de construction là-dessus. Après, c'est vrai que ça vient avec le temps, je pense, les relations se forgent avec le temps. Justement, en parlant d'environnement, on va un peu attaquer les questions qui fâchent. Tu étais lors du match, tu officiais lors du match Morzine-Villars en play-off, un match qui s'est fini dans la polémique, avec le club de Villars notamment qui a porté réclamation auprès de la Fédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as vécu de l'intérieur déjà? Un match très plaisant jusqu'à la 57e minute de mémoire. C'était vraiment un bon match de hockey, physique, ça jouait les play-offs, personne ne râlait, ça contestait pas sur la glace, c'était très, très plaisant. Les joueurs étaient... ça jouait bien, quoi. On prenait du plaisir. Et il y a eu 2 pénalités d'appelés dans les dernières minutes qui n'ont pas plu à Villars, moi j'ai vu la vidéo, qui sont justifiables d'un point de vue règlement. Il y a quand même un cinglage où le joueur fautif casse sa crosse sur les bras de l'adversaire. Ça, je pense qu'en saison régulière, il peut y avoir une 5 minutes d'appelés. Et donc là, les 2 pénalités qui ont été appelées dans les dernières minutes, elles sont justifiables. Après, je pense que ce qui fait plus polémique, c'est de savoir s'il fallait les appeler ou pas. Oui, parce qu'il était notamment évoqué, y compris d'ailleurs par les joueurs morzinois, une question de cohérence tout au long du match. Parce que visiblement il y aura un peu eu la même situation plus tôt dans le match, c'est vrai ça ou... Moi, je sais pas si... moi je comprends pas trop la polémique. Alors c'est vrai qu'il y a les gens, le club de Villars porte réclamation parce qu'il trouve que le match a été volé. Les pénalités, comme je le disais tout à l'heure, les pénalités qui ont été appelées, elles sont justifiables d'un point de vue règlement. Sur l'ensemble du match, comme sur l'ensemble de tous les matchs, il y a des pénalités qui sont pas appelées. Il faut bien faire le distinguo entre une faute et une pénalité. C'est-à-dire qu'on peut voir une faute qu'on décide de ne pas pénaliser parce que il faut garder un certain rythme de match, que c'est une petite faute qui mérite pas d'être appelée. Moi, je suis pas arbitre central actuellement, donc j'ai pas cette expérience pour dire et pour vous juger ce qui peut être appelé ou pas. Après, moi, je peux te donner mon sentiment sur l'ensemble du match. On a eu une super partie pendant 57 minutes. Les 2 pénalités qui ont été appelées, elles ont été appelées parce qu'elles sont justifiables dans le règlement. Voilà. Moi, je n'ai pas bien compris pourquoi ça avait posé tant de problèmes. Moi, j'aimerais juste savoir en fait, sur les relations entre, les relations entre toi qui est donc arbitre de ligne et le head, l'arbitre principal. Vous communiquez beaucoup pendant un match, c'est important de se communiquer les feelings, etc. Même si c'est le head qui a la responsabilité majeure sur la rencontre. Ouais, c'est le head qui a la responsabilité majeure, qui a la dernière décision, qui dirige toute la rencontre. Après, donc, pour parler des rôles de chacun, les juges de ligne, c'est plus donc tout ce qui est engagement, dégagement interdit, hors-jeu, gestion de match. On gère beaucoup les matchs, les tensions entre les joueurs. On fait tampon entre les joueurs, les coachs et l'arbitre principal afin que chacun puisse rester mieux dans sa partie, que ce soit pour l'arbitre qui n'ait pas trop à discuter avec les joueurs, comme ce soit pour les joueurs des fois c'est notre rôle de les reconcentrer, de les remettre dans le match et de leur éviter de prendre des tôles bêtement, quoi. On n'est pas là juste pour sanctionner, on est aussi là pour leur dire écoute là il va t'avoir dans le nez si tu continues, je te conseille de te calmer. C'est ce que j'aime dans le boulot de juge de ligne, c'est qu'on peut être avec les joueurs pas en prenant parti pour eux, mais alors en essayant de faire en sorte qu'ils évitent de prendre des tôles.
Après, on est aussi dans un soutien donc pour l'arbitre principal dans des décisions qui peuvent être pas faciles à prendre, surtout quand tu es en système à 3 où le head peut pas avoir les yeux et devant et derrière. Philippe, t'avais une question ? Ouais, je me demandais, là on parlait des relations entre le head et le juge de ligne, moi c'était plus une relation avec les joueurs. On voit souvent quand on regarde par exemple des matchs en Amérique du Nord, précisément au Canada, où les joueurs sont très très habitués à beaucoup parler avec les arbitres, parfois à être assez durs même quand ils manifestent leur mécontentement sans que ça soit forcément trop sanctionné là-bas, et on a l'impression que ça allait un peu plus en Europe ou en France. Donc je voulais savoir comment vous gérez ça avec les joueurs, particulièrement nord-américains, ces relations, avec ces différences d'aborder la relation arbitre-joueur. Ben, étonnamment, c'est plus facile avec les étrangers, enfin en France en tout cas, hein, c'est plus facile avec les étrangers qu'avec les Français. Les étrangers, peut-être du fait de la barrière de la langue, se permettent moins de remarques, moins de contestations, moins de mouvements d'humeur que les Français. Après, c'est plus facile aussi de communiquer avec les Français, donc on peut faire notre travail plus facilement pour les calmer ou pour discuter avec eux. Mais bon, les sautes d'humeur sont plus françaises que de la part des étrangers. Alors je sais pas trop comment ça se passe dans les ligues nord-américaines, les relations arbitre-joueur. Chez nous, je trouve que cette année, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. L'ambiance joueur, arbitre ou arbitre-coach est de mieux en mieux, je trouve. Nico Orlet, toi, tu avais une petite remarque à ce propos, une autre question ? Non. Une petite question, après la polémique du match Villars-Morzine, il y a eu la polémique du message de Rouen à ses supporters pour être gentil entre guillemets avec les arbitres. Moi je voulais avoir ton sentiment sur ce message, et aussi je voulais savoir comment tu ressentais, genre quand dans un match les arbitres étaient beaucoup sifflés, ou comment tu ressentais tout ça. Nico, tu peux nous rappeler de quoi il était question pour Rouen? Non, en fait, Rouen se sentait un peu menacé suite à des gestes de ses supporters envers les arbitres. Se sentait menacé d'un match à huis clos, ce qui aurait été tragique pour les finances du club. Et du coup, ils ont envoyé un message sur leur site disant qu'il fallait être gentil avec les arbitres, les applaudir à l'entrée, ne pas siffler, etc. Ouais, alors j'ai pas bien suivi ce dossier parce que j'étais pas en France au moment du match, mais il y a eu un match, je crois, Rouen-Angers, où il y a eu une polémique qui est partie sur Internet sur l'arbitrage. Et il y a eu, apparemment, je dis ça, des jets d'objets sur la glace. Donc à chaque fois qu'il y a des jets d'objets sur la glace, il y a un rapport qui est adressé à la fédération. Et il paraîtrait qu'il y en a eu plusieurs cette année à Rouen. Donc le club a reçu de la part de la fédération une lettre en leur disant que la prochaine fois il y aurait des sanctions assez lourdes, quoi. Donc du coup je pense qu'ils ont juste eu peur, et ils ont fait, après le club de Rouen fait son travail de communication avec ses partisans, et après à savoir s'ils en font beaucoup ou pas, c'est pas à moi de juger. Ils font ce qu'ils veulent dans leur club avec les supporters. Moi je trouve que c'est une bonne chose d'avoir remis les choses à leur place. Après chacun est maître de ses actes. On a beaucoup parlé de la professionnalisation de la Ligue Magnus, qui doit passer à moins de clubs, à 12. Voilà, les clubs vont avoir des critères à respecter un peu plus draconiens pour professionnaliser cette Ligue Magnus là. Est-ce que les arbitres accompagnent cette professionnalisation là? Est-ce qu'il y a un mouvement qui s'enclenche aussi à ce niveau là? Je n'en sais rien du tout, je suis pas dans le secret des dieux. Nous, on n'est pas consultés pour l'instant. Je pense que la priorité pour la fédération et pour les clubs, c'est d'abord la gestion financière des clubs. L'arbitrage, ça passera en dernier, quoi. C'est dans tous les sports pareil. C'est la dernière roue du carrosse. J'ai pas envie de dire que c'est normal, mais quasiment, quoi. C'est les intérêts les clubs pensent d'abord à sauver eux plutôt qu'à parler arbitrage. Donc, ils vont plutôt se pencher déjà sur les finances des clubs, sur la prochaine formule de championnat. Je sais pas ce qui est arrêté ou pas. Une fois vous n'êtes pas vraiment associé Non, une fois qu'ils auront pris toutes ces décisions, je pense qu'ils nous demanderont notre avis, je pense qu'ils vont faire des simulations aussi de désignation, parce que c'est vrai que si on passe à 3 matchs par semaine, nous on a un métier à côté, donc exactement, c'est pour ça que je parlais de professionnalisation.
Et justement, Nico, toi, tu avais une question par rapport à ça, peut-être par rapport à l'arbitrage à 4, non? À propos de la professionnalisation, toi, on sait on a vu que tu étais un défenseur de l'arbitrage à 4, mais est-ce que tu penses que c'est possible de faire ça en France? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arbitres? Ouais, moi, je suis un pro de l'arbitrage à 4, mais je pense comme 100% des arbitres aujourd'hui, parce que c'est beaucoup plus confortable pour nous, on fait beaucoup moins d'erreurs, on est moins stressé, on est moins fatigué parce que le défi physique sur la glace est nettement moindre. Donc on est beaucoup plus lucide, tout est plus facile. Alors c'est un système qui est beaucoup plus répressif pour les joueurs quand ils sont pas habitués, parce que forcément il y a 2 aides, donc le jeu est encadré plutôt que d'être sur une vision panoramique. C'est quand même beaucoup plus, les fautes sont vues beaucoup plus facilement. Donc c'est un système qui est plus répressif. Après, donc nous on est vraiment demandeur pour la progression du hockey, on est vraiment demandeur à passer à 4. Seulement ça coûte de l'argent au club et au-delà de ça, au-delà du coût que ça peut avoir, qui est vraiment une donnée importante, mais est-ce que qualitativement et quantitativement, il y a assez d'arbitres en France pour arriver à accompagner ça, le nombre de matchs qu'il y en ait davantage, que ça arbitre à 4 à chaque match, et en plus continuer d'avoir un arbitrage quand même de qualité pour les divisions inférieures? Je pense qu'en termes de nombre, on peut être assez. Il va falloir faire monter des arbitres de division 1, mais ils sont tout à fait capables de le faire. En termes de nombre, c'est possible. On peut faire les matchs à 4. Après, dans la formule actuelle, je parle. Dans le cadre d'une Ligue Pro, à 3 matchs par semaine, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. S'il faut traverser la France le mardi, le vendredi et le samedi, ça va être compliqué. Dans le cas actuel, je pense que c'est faisable. C'est faisable, on y arrive très bien sur les playoffs en Magnus, sur tout ce qui est phase finale de coupe. Donc Philippe, on est demandeur après. Philippe, t'avais il y a un grand débat dans tout le monde du hockey, c'est par rapport à tout ce qui concerne les charges à la tête, les charges dangereuses en général, mais notamment les charges à la tête qui distribue pas mal de commotions cérébrales. Je voulais savoir quel était ton sentiment par rapport à ça dans la Ligue Magnus, comment ça se passait, si tu estimes qu'il y a un gros travail à faire là-dessus encore pour épurer de ces charges dangereuses, ou si globalement en France ça se passe bien. Mais moi, sur les matchs que j'ai faits, j'ai pas eu une seule expulsion. Donc j'ai fait combien de matchs là? J'ai fait une vingtaine de matchs. J'ai pas eu une seule expulsion de joueur sur une charge dangereuse. J'ai pas eu un blessé. Donc cette année, sur mes matchs à moi, il n'y a pas eu de drame. Je sais pas si on a eu sur les autres matchs, j'ai pas l'impression, à part, je crois qu'il y a eu le gardien d'Épinal qui a eu une commotion cérébrale. Après, je suis pas au fait s'il y a eu d'autres blessures. Mais je trouve pas que le jeu soit si physique que ça en France, et que ce soit. Je trouve pas qu'il y ait des charges très dangereuses là-dessus. Je pense que justement le règlement, en France, on est assez sévère là-dessus. Tout ce qui est charge à la tête, c'est assez sanctionné assez rapidement. Donc, moi, du côté arbitre, on n'a pas le sentiment de danger pour les joueurs. C'est quand même notre principale préoccupation. Pilot, tu voulais enchaîner avec une analyse ou une petite question? Non, moi j'avais une question à propos des échanges. On voit parfois qu'il y a des arbitres de Suisse qui sont venus notamment arbitrer à Grenoble. Toi, t'en as pas bénéficié, je crois? Si? Non. Est-ce que t'en as bénéficié vraiment? Il y a un échange avec la Belgique et avec la Suisse pour l'instant. Donc c'est-à-dire qu'il y a des arbitres belges qui sont venus arbitrer en D1 ou en D2, je sais plus, et des arbitres de D1 qui sont partis arbitrer en Belgique, et il y a des Suisses qui sont venus en Magnus. Et il y a des Français qui sont partis arbitrer en LNB, je crois. Et donc moi, j'ai pas bénéficié de cet échange-là, donc je peux pas trop en parler, mais je trouve que c'est une bonne chose de découvrir d'autres patinoires pour ceux qui sont partis à l'étranger, en Belgique et en Suisse, de découvrir d'autres patinoires, d'autres ambiances, un autre hockey. Visiblement, nous, on se compare, la Ligue Magnus se compare beaucoup avec la Suisse, et apparemment, c'est quand même le jour et la nuit. Mais apparemment, c'est pas du tout la même chose. Et moi, je trouve aussi intéressant qu'il y ait des Suisses et des Belges qui viennent arbitrer dans le championnat français. Ça nous permet aussi à nous, des fois, de nous dire qu'on n'est pas si mauvais que ça. Parce que je crois que l'année dernière, il y a un Grenoble-Rouen qui a été arbitré par des Suisses. Et il y avait
un appel à l'arbitrage maison sur les forums, c'était assez drôle. Justement, quelle est la différence avec la Suisse? Vous avez pu en discuter entre arbitres? Mais c'est beaucoup plus professionnel dans l'accueil des arbitres. Allô? Oui, on t'entend. Ouais, on t'entend, vas-y. L'accueil des arbitres est meilleur, c'est beaucoup plus pro, il n'y a aucun contact avec... Il y a quelqu'un qui est en charge des arbitres toute la soirée, il n'y a aucun contact avec les équipes adverses, ils ne croisent pas les coachs, il y a un superviseur à chaque match qui est là pour évaluer le niveau de l'arbitre, pour lui donner des conseils, pour le faire progresser. Et l'ambiance et le respect est beaucoup plus important entre arbitre et équipe. Par contre, ce qui est surprenant apparemment, c'est que le public est vachement plus partisan et beaucoup plus dur envers les arbitres qu'en France. Ok, moi j'avais une question par rapport à la réunion des arbitres que vous faites annuellement. J'avais envie de faire un parallèle avec le colloque national des entraîneurs, où chaque saison maintenant on voit des intervenants étrangers venant du Canada, de Suède, ou des internationaux français expatriés qui viennent un petit peu parler de leur expérience aux entraîneurs. Je voulais savoir si ça se faisait aussi au niveau des arbitres, s'ils invitaient des arbitres étrangers et internationaux à cette réunion, et sinon, est-ce que tu penses que ça serait bien qu'ils le fassent et pourquoi? Alors ça a été fait, c'est assez rare, mais ça a été fait il y a 2 ans sur le stage à Grenoble, donc c'était en 2011. Ouais, c'était stage d'été, été 2011. On a eu Freddy Reichen, qui est un superviseur suisse et qui fait d'ailleurs des supervisions un peu partout dans le monde, sur des championnats du monde, et je crois même qu'il fait des championnats du monde élite. Donc il côtoie le gratin de l'arbitrage, et c'est un grand monsieur de l'arbitrage. Enfin, nous, c'est quelqu'un de très respecté, de respectable. Et donc il est venu à notre stage pour nous transmettre tout ce qu'il y a à savoir, le game management, de savoir comment gérer les matchs. Il a écouté les problèmes qu'on peut avoir, il nous a apporté quelques solutions, et il était là aussi. Il y a eu des matchs pendant le stage, il y a souvent des matchs de hockey, et il y a des arbitres qui sont désignés dessus, et on débriefe le match le lendemain, et c'est très intéressant de travailler avec ce genre de personnes. Juste, Nicolas, justement, moi je voulais te demander, j'ai assisté il y a pas longtemps à un débat sur l'arbitrage avec différents sports. Il y avait Olivier Giraud pour le handball, qui a été capitaine de l'équipe championne olympique, etc., qui disait qu'il y avait un truc très bien qui se faisait dans le hand, c'est que les arbitres passaient dans les clubs, et qu'en fait il y avait un truc un peu sympa autour avec de la vidéo, quelques analyses, et puis c'était rigolo d'aborder ce thème-là en se disant qu'est-ce que vous auriez fait à la place de l'arbitre. Par exemple là, dans ce cas-là, ce serait pour le hockey, vous mettez 2 minutes, vous mettez 5 minutes, etc. Est-ce que c'est un truc qui serait positif, ça, peut-être pour expliquer déjà certaines règles qui sont un peu mal comprises, et puis pour avoir une relation un peu plus sympa aussi avec les équipes de Magnus, par exemple. Tu t'en penses quoi? Ouais, c'est sûr que ce serait bien de pouvoir le faire. Ce genre de procédé, ça se pratique, mais lors des stages d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il y a que les gens qui vont au stage d'arbitrage qui peuvent avoir ce genre de débat où il y a des vidéos, il y a des diapos, tout ça, tout est passé sur écran, et on demande l'avis des stagiaires qui sont là pour stagiaires arbitres, qui sont en formation. Ouais. Voilà. Okay. Après, je pense que c'est ceux qui sont en formation. C'est vrai que ce serait une bonne chose de le faire dans les clubs. Je sais qu'il y en a certains qui le font, mais c'est à l'initiative des clubs. C'est-à-dire que chaque arbitre national est licencié dans son club. Si son club veut le solliciter pour améliorer les communications entre joueurs et arbitres, ils peuvent le faire. Si le club veut que son équipe soit plus au fait des règles, ils peuvent le faire. Nous, on est disponible à le faire, mais on ne nous demande pas. Après, c'est pas non plus à nous de dire, les gars, on va faire la leçon. Voilà. Faudrait peut-être, c'est une idée, lancer comme ça, mais faire une sorte de jour de l'arbitrage où justement, pendant une journée, il y aurait un arbitre un arbitre dans chaque club de Magnus, par exemple, pour commencer. Et puis autour de ça, peut-être une idée à construire, ça pourrait être sympa. C'est toujours constructif ce genre de rencontre. Moi, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans avec plusieurs faits de jeu, des fautes sur toutes les fausses, les accrochés, les charges, les cinglages. J'avais fait une petite vidéo d'1 demi-heure qu'on avait. C'était plus ample que ça pour le stage des arbitres, mais on l'avait condensé en 1 demi-heure que j'avais fourni à la fédération. Je crois que la
fédération a envoyé ça à certains clubs. Parce que je sais que par exemple à Rouen ça a été fait. Ils ont diffusé la vidéo aux joueurs de D2, l'équipe U22, et ils ont pu voir toutes les décisions qui sont appelées et pourquoi elles sont appelées. Donc c'est déjà une bonne chose. Après, encore une fois, je le répète, c'est tout ça, c'est à l'initiative des clubs. Nous, on peut pas gérer. Ouais. C'est dommage que ce soit pas. Faudrait peut-être trouver une petite formule comme ça pour que ce soit pas obligatoire, mais que les clubs y pensent, quoi. C'est vrai que ce serait intéressant. Après, ça expliquerait pas mal de choses. On a demandé assez souvent à ce que les coachs participent à notre stage national pour discuter avec eux de ce qu'ils attendent de nous, de comment ils voient le hockey, et de discuter des faits de jeu, parce que maintenant tous les matchs de Ligue Magnus sont filmés et toutes les situations sont revues une 50aine de fois. Et on peut en discuter avec les coachs. Le problème, c'est que le stage national a lieu en même temps que la phase de préparation des clubs. Et ils ont autre chose à faire que venir nous voir. Ça, c'est compréhensible. Ouais, il manque pas grand chose, hein, faudrait trouver comme ça une date dans le calendrier. Ce serait bien que la Fédé soit à l'initiative de tout ça. Ce serait vraiment sympa. Bah ouais, après c'est compliqué là. Nous d'habitude le stage se passe fin août. Cette année nous l'ont avancé 2 semaines pour qu'on soit donc on est en plein mois d'août. Je crois que c'est le 15 et 16 août. Donc ils nous l'ont avancé 2 semaines pour qu'on puisse avoir le stage avant les matchs amicaux, ce qui est pas forcément idiot. Mais on est en plein mois d'août et il y en a qui ont des vacances, qui peuvent pas choisir leurs vacances. Ils sont partis à l'étranger. Donc on sait pas trop comment ça va se passer cette année. La sirène des têtes à slap pour mettre fin à ce débat très instructif et très intéressant. Merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté notre invitation et d'être venu débattre sans tabou sur toutes les questions qu'on avait à te poser. Merci à toi. Merci à vous, c'était très intéressant. Et puis on fera ça l'arbitrage, c'est très intéressant, c'est passionnant, c'est un peu aussi oui, il y a plein de choses à dire. Exactement, on manquera pas de faire appel à toi dans ces cas-là. Et merci beaucoup les gars, Philippe, Nico, Pilou, on a une pensée pour Clément aussi qui a dû nous quitter avant le débat final. Donc voilà, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, tout ça, les têtes à slap 2.0. Merci à tous et puis on se retrouve dans 15 jours pour un 5e numéro des têtes à slap. Merci à tous, salut. Salut tout le monde. Salut.